Le matin de mon 70e anniversaire commença comme d'habitude avec une tasse de thé fort sans sucre et des flocons d'avoine. Même un jour comme celui-ci, je ne dérogeais pas aux habitudes que j'avais développées au fil des décennies. Je me levais avec les premiers rayons du soleil, comme je l'avais fait toute ma vie lorsque je travaillais comme institutrice à l'unique école de Valbelle. Ma petite maison en périphérie de la ville était impeccable. Je repassais la nappe blanche comme neige que je ne sortais du buffet que pour les grandes occasions. L'argenterie héritée de ma mère scintillait après avoir été soigneusement polie. Le service de table en porcelaine que mon mari m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage, quelques mois avant sa mort soudaine, avait été lavé et disposé sur la table de la salle à manger. Je ne voulais aucune célébration. Il me semblait ridicule d'organiser une fête parce que je me rapprochais d'un an de la tombe. Mais ma fille Marthe insista. « Maman, 70 ans, ce n'est pas juste un anniversaire. C'est une étape importante. » J'ai cédé, comme je l'avais souvent fait ces dernières années. Je n'avais jamais laissé mes enfants avoir le dernier mot auparavant. Mais avec l'âge, j'étais devenue plus douce, plus conciliante, bien que je le regrette parfois. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'examinais mon visage d'un œil critique. Des rides profondes autour des yeux, des lèvres pincées qui semblaient avoir perdu à jamais l'habitude de sourire. Je m'étais toujours considérée comme peu séduisante. Mais au fil des ans, mon visage avait acquis ce que certains appelaient du caractère et ce que j'appelais les traces de la vie. Mes cheveux gris étaient tirés en un chignon serré à la nuque, une coiffure que je portais depuis mes 30 ans, lorsque j'avais enterré mon mari et que je m'étais retrouvée seule avec 3 enfants. Parfois, je me demandais ce que ma vie aurait été si Raymond n'était pas mort d'une crise cardiaque à 42 ans. Peut-être ne serais-je pas devenue si dure, si intransigeante. Mais le destin en avait décidé autrement, et j'avais dû devenir l'épine dorsale de ma famille. Une dame de fer qui ne s'autorisait aucune faiblesse. Une sonnerie de téléphone soudaine interrompit mes pensées. C'était Marthe, qui appelait pour savoir si j'avais besoin d'aide avant l'arrivée des invités. Je répondis que tout était prêt et rappelai à ma fille de ne pas oublier d'apporter des chaises supplémentaires. Dans notre famille, il était d'usage de se débrouiller seul, sans demander d'aide aux autres. Nous n'engageons pas des gens pour faire ce que nous pouvons faire nous-mêmes, répétais-je souvent à mes enfants. Après avoir parlé à ma fille, je retournai à mes préparatifs. Je sortis du four une tarte tatin, mon plat signature, une recette que je tenais de ma grand-mère. L'odeur de cannelle et de vanille emplit la cuisine, ravivant des souvenirs de mon enfance, d'une époque où tout semblait simple et compréhensible. Dans 2 heures, les invités commenceraient à arriver. Marthe et son mari Paul, avec leur fille Alice, mon fils Arnaud et sa femme Thérèse, et leurs enfants Quentin et Chloé. Quelques parents plus éloignés avec qui je maintenais des relations plus par sens du devoir que par affection. La pensée de Quentin me fit soupirer lourdement. Mon petit-fils aîné avait toujours été mon préféré, bien que je ne l'ai jamais admis à voix haute. Enfant, il restait souvent chez moi le week-end, m'aidant dans le jardin et écoutant mes histoires sur le passé. Quentin était un garçon sensible, mais au fil des ans, il avait développé une dureté qui m'inquiétait. Je m'en voulais en partie. Peut-être avais-je été trop stricte avec lui, comme avec tout le monde dans ma famille. Notre relation était devenue particulièrement tendue après que Quentin se soit séparé de sa femme, Karine. Je m'étais beaucoup attachée à ma belle-fille et je n'avais pas caché ma déception face à la décision de mon petit-fils. « Tu fais une erreur, Quentin. Karine est une fille merveilleuse et tu ne trouveras personne de mieux, » lui avais-je dit à l'époque, mais il avait simplement balayé mes paroles d'un revers de la main, disant que je ne comprenais pas les relations modernes. Nous sommes juste des personnes différentes, grand-mère. Tous les mariages ne sont pas faits au paradis comme le tien et celui de grand-père. Ces mots m'avaient blessée. Quentin ne savait pas ce que j'avais traversé pour maintenir ma famille unie après la mort de mon mari. Il ne voyait que l'extérieur, une femme forte qui avait surmonté l'adversité et élevé 3 enfants seuls. Mais il ne connaissait pas les nuits sans sommeil, la peur, les moments de désespoir où je pensais que je ne pourrais pas continuer. J'avais continué à entretenir une relation avec Karine après le divorce, malgré la désapprobation de ma famille. Nous nous retrouvions une fois par mois dans un café du centre-ville, et j'écoutais toujours avec intérêt les histoires de mon ancienne belle-fille sur le petit café qu'elle avait ouvert après sa rupture avec Quentin. « C'est mon rêve, Odette. Petit, mais c'est le mien, » disait Karine avec une étincelle dans les yeux. Arnaud fut le premier à arriver. Mon plus jeune fils avait toujours été d'une ponctualité maladive. Un autre trait qu'il avait hérité de moi. Grand, mince, avec des cheveux clairsemés bien qu'il n'ait pas encore 50 ans, il ressemblait à Raymond. La même réserve, la même habitude de réfléchir à chaque mot avant de parler.
Joyeux anniversaire, maman, dit-il en me tendant une boîte soigneusement emballée. Je savais qu'il y avait un foulard en soie à l'intérieur. Arnaud m'offrait toujours des foulards pour mon anniversaire, et je les mettais toujours dans le tiroir supérieur de ma commode, sans jamais les porter. C'était notre rituel tacite, une partie de la relation étrange qui s'était développée entre nous au fil des décennies. Marthe et sa famille arrivèrent ensuite. Contrairement à Arnaud, qui était réservé, Marthe était émotive et bruyante. Elle fit irruption dans la maison comme une tornade, me serrant dans ses bras, admirant la nourriture et donnant des ordres à son mari qui transportait des boîtes de cadeaux et des chaises supplémentaires. « Tu es magnifique, maman !» s'exclama Marthe. Même si nous savions toutes les deux que ce n'était pas vrai. J'avais l'air de ce à quoi une femme de mon âge devait ressembler, fatiguée de la vie. Mais dans notre famille, il était d'usage de se dire des choses gentilles les jours de fête, même si c'étaient des mensonges flagrants. Peu à peu, la maison se remplit d'invités. Des nièces avec leurs maris, des cousins, ma voisine Gladys, avec qui j'étais amie depuis 30 ans. Les seuls qui manquaient étaient Quentin et Chloé, les enfants d'Arnaud. Chloé avait prévenu qu'elle serait en retard à cause de son travail et arriverait plus tard. Mais Quentin était souvent en retard aux réunions de famille ces derniers temps, quand il se montrait. Les invités se rassemblèrent dans le salon, échangeant des nouvelles, discutant de politique, de santé, du temps, les sujets habituels pour de telles réunions. J'acceptai les félicitations, ouvris les cadeaux et remerciai les gens comme il se doit, même si la plupart des choses ne me servaient à rien. Un autre vase, une autre boîte, un autre livre que je ne lirai jamais. Mais je souriais et disais, comme c'est gentil, ou c'est exactement ce dont j'avais besoin. Parce que c'est ce qu'on fait. À 18 heures, alors que tout le monde était assis à table et que Marthe commençait à servir la soupe, Quentin apparut. Son arrivée ne passa pas inaperçue. Il claqua bruyamment la porte d'entrée et entra dans la salle à manger sans enlever ses chaussures, où tout le monde se tourna silencieusement dans sa direction. « Désolé d'être en retard », dit-il avec cette intonation particulière qui indiquait clairement qu'il n'était pas désolé du tout. Je remarquai que ses mouvements étaient légèrement instables et que ses yeux brillaient d'un éclat anormal. Je sus immédiatement que mon petit-fils avait bu avant de venir me voir. Quentin, apparemment inconscient du silence général, s'approcha de moi, se pencha et m'embrassa nonchalamment sur la joue. Il sentait le whisky et les cigarettes, une odeur que j'avais toujours détestée. « Joyeux anniversaire, grand-mère », dit-il, avant de s'affaler sur la chaise vide à côté de sa sœur, Chloé, qui le regarda avec une désapprobation évidente. Arnaud se racla la gorge, un son qui dans notre famille signifiait le mécontentement, mais personne ne dit rien. Le dîner continua comme si de rien n'était. La conversation à table devint tendue. Tout le monde évitait soigneusement de regarder Quentin, qui mangeait peu mais buvait beaucoup, remplissant son verre de vin d'une bouteille qu'il avait apportée. « Comment va ton restaurant, Quentin ?» demandai-je, essayant d'alléger l'atmosphère. Le grill du maître était la fierté de mon petit-fils, sa première entreprise sérieuse après plusieurs années à travailler comme chef dans divers établissements de Valbel. Quentin grogna, « Ça va. Ça pourrait aller mieux si certaines personnes n'essayaient pas de me saper. »« De quoi parles-tu » demanda Paul, le mari de Marthe, qui essayait toujours de maintenir la conversation, même quand tout le monde aurait préféré rester silencieux. « Mon ex, bien sûr, » répondit Quentin en prenant une autre gorgée de vin. « Elle a ouvert un café à 3 rue de mon restaurant. Coïncidence ? Je ne pense pas. » Je fronçai les sourcils. Karine a tout à fait le droit d'ouvrir son commerce où elle veut. Valbel n'est pas une si grande ville. « Bien sûr que tu la défends, » rétorqua Quentin. « Vous êtes les meilleurs amis du monde. Je me demande ce qu'elle t'a raconté sur moi. »« Nous ne parlons pas de toi, » répondis-je calmement, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai. Karine mentionnait parfois Quentin, mais toujours de manière mesurée, sans l'amertume que mon petit-fils affichait maintenant. « Allons donc, » dit Quentin en me regardant d'un air moqueur. « Je parie qu'elle t'a raconté l'histoire de comment j'ai brisé ses rêves, n'est-ce pas? Comment je ne l'ai pas soutenue. Comment j'étais un mari terrible. Un classique. »« Nous n'allons pas discuter de ça maintenant, » intervint Arnaud en regardant sévèrement son fils. « C'est l'anniversaire de grand-mère. »« Quand en discuterons-nous, papa ?» éleva la voix Quentin. « Quand discuterons-nous du fait que ma propre famille entretient des relations avec une femme qui essaie de détruire mon entreprise ? » ?»« Karine n'essaie pas de détruire ton entreprise, » objectai-je. « Elle essaie juste. »« Elle essaie juste quoi ?» m'interrompit Quentin, le visage rouge de colère et d'alcool. « A juste choisi par hasard la même orientation culinaire ?
A juste débauché mes clients? A juste répandu des rumeurs selon lesquelles j'utilise des ingrédients bon marché? Quentin, calme-toi. Chloé posa la main sur l'épaule de son frère, mais il la repoussa. Non, je ne me calmerai pas. Je veux savoir pourquoi ma propre grand-mère continue de voir une femme qui me déteste. Je sentis ma patience s'épuiser. Toute ma vie, j'avais essayé de maîtriser mes émotions, de ne pas laisser la colère prendre le dessus. Mais maintenant, en regardant mon petit-fils ivre faire une scène dans ma maison le jour de mon anniversaire, je sentis quelque chose se briser en moi. Karine ne dit pas de mal de toi, Quentin, dis-je doucement mais fermement. Elle n'est pas ce genre de personne. Et elle n'essaie pas de ruiner ton entreprise. Elle essaie juste de construire la sienne. Et si elle réussit mieux que toi, peut-être devrais-tu te demander pourquoi au lieu de blâmer tout le monde. La table devint silencieuse. Je n'avais jamais parlé aussi durement à l'un de mes petits-enfants. Je vis le choc sur leur visage, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Des années de déception refoulées éclatèrent. Tu sais quel est ton problème, Quentin? Tu cherches toujours quelqu'un à blâmer. Quand tu as échoué à tes examens à l'université, tu as blâmé tes professeurs. Quand tu as été renvoyé de l'hôtel Mercure, tu as blâmé le directeur. Et maintenant que ton mariage s'effondre, tu blâmes Karine. Il est peut-être temps que tu te regardes dans le miroir. Quentin bondit sur ses pieds, sa chaise s'écrasant sur le sol. Tu ne sais rien de ma vie, cria-t-il. Tu restes assise dans ta petite maison parfaite, à juger tout le monde depuis ta supériorité morale. Mais tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Quentin, assieds-toi. Arnaud tenta d'intervenir, mais son fils l'ignora. Tu l'as toujours aimé plus que moi, continua Quentin en se penchant vers moi. Dès le début, dès que je l'ai amenée à la maison, tu l'as regardée comme si elle était une sorte de trésor, et moi, je n'ai jamais été assez bien pour toi. Je me levai pour être à la même hauteur que mon petit-fils. Ce n'est pas vrai, Quentin. Je t'ai toujours aimé, mais Karine ne mérite pas la façon dont tu l'as traitée. C'est une bonne fille qui... Tais-toi! Aboya Quentin. Et je sentis une douleur aiguë dans ma poitrine alors que sa main me repoussait. Surprise, je perdis l'équilibre et tombai, heurtant durement le bord de la table sur le côté. Pendant un instant, il y eut un silence assourdissant. Puis j'entendis le cri effrayé de Marthe et le bruit des chaises que l'on repoussait. Arnaud et Paul se précipitèrent pour m'aider à me relever. Je vis l'horreur sur le visage de Quentin, qui semblait seulement maintenant réaliser ce qu'il avait fait. Grand-mère, je ne voulais pas. Commença-t-il. Mais Arnaud l'interrompit. Sors. Maintenant. Je m'attendais à ce que quelqu'un prenne la défense de Quentin, dise que c'était un accident, qu'il ne voulait pas me faire de mal. Mais personne ne dit un mot. Tout le monde fixait son assiette, évitant de croiser le regard des autres. Maman, tu dois t'allonger. Marthe essaya de me prendre le bras, mais je me dégageai. Je vais bien, dis-je, bien que je sente une douleur vive dans le côté. Continuons le dîner. Mais la fête était irrémédiablement gâchée. Quentin marmonna quelque chose qui ressemblait à des excuses et sortit en courant de la maison. Les autres invités commencèrent bientôt à partir, prétextant leur tardive ou des affaires urgentes. Seuls Marthe, Arnaud et leur famille restèrent pour aider à débarrasser la table et faire la vaisselle. Quand tout le monde fut parti, je m'assis dans mon fauteuil préféré du salon, fixant le gâteau d'anniversaire non entamé. La douleur dans mon côté s'était estompée, mais l'amertume et le ressentiment demeuraient. Ce n'était pas tant à cause de la chute. À mon âge, les bleus ne sont pas rares. C'était parce que personne n'avait pris ma défense. Ils étaient tous restés assis là à regarder mon propre petit-fils m'insulter, puis me pousser. J'avais toujours pensé que la famille, c'était les gens qui vous soutenaient quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, j'avais réalisé que ce n'était pas vrai. Ma famille, les gens pour qui j'avais tout sacrifié, n'étaient pas prêts à sacrifier ne serait-ce que leur confort pour moi. La sonnerie du téléphone interrompit mes sombres pensées. C'était Karine, qui voulait me souhaiter un joyeux anniversaire, ignorant ce qui s'était passé. Sa voix chaude et sincère contrastait tellement avec la froideur que je ressentais envers ma propre famille. Je voulais passer aujourd'hui, mais j'ai pensé que tu serais occupé avec ta famille, dit-elle. Tu peux passer demain, répondis-je, surprise de la tranquillité de ma voix. J'adorerais te voir. Après avoir raccroché, je restai assise en silence pendant un long moment, pensant aux mots de Quentin. Peut-être avait-il raison. Peut-être que j'avais vraiment toujours mieux traité Karine que lui. Non, ce n'était pas ça. J'aimais mon petit-fils,
mais je ne pouvais pas approuver son comportement. Et Karine. Karine était exactement le genre de fille que j'aurais voulu être quand j'étais jeune. Indépendante, déterminée, courageuse. La semaine qui suivit mon anniversaire s'éternisa. Le bleu sur mon côté changea progressivement de couleur, passant du violet vif au vert jaunâtre, me rappelant ce qui s'était passé chaque fois que je me changeais ou prenais une douche. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'amertume que je ressentais face au comportement de ma famille. Pendant ces 7 jours, personne, à l'exception de Marthe, n'appela pour demander comment j'allais, et ma fille appelait plus par habitude que par réelle préoccupation. La conversation fut brève et tendue. Marthe évitait soigneusement de mentionner Quentin, et je ne posais pas de questions. Mon petit-fils ne se montra pas et n'appela pas, mais je ne m'y attendais pas. Karine passa le lendemain de la fête, comme nous l'avions convenu. Je ne lui racontai pas ce qui s'était passé. Je ne voulais pas la mettre mal à l'aise, mais elle remarqua comment je grimaçais en me tournant trop brusquement et me posa directement la question. Je mentis en disant que j'étais simplement tombée maladroitement en trébuchant sur le tapis. Karine ne sembla pas me croire, mais elle n'insista pas. Nous passâmes une soirée agréable à boire du thé et à manger les restes du gâteau d'anniversaire, parlant de tout sauf de Quentin. Mercredi, je fus convoquée à la banque pour signer des papiers pour un dépôt. Je ne voulais pas quitter la maison, mais j'avais des choses à faire. Je m'habillai lentement, en essayant de ne pas faire de mouvements brusques. Mon côté me faisait encore mal, surtout le matin. La banque se trouvait dans le centre de Valbelle, à 3 rues de chez moi. D'habitude, je m'y rendais à pied en 15 minutes, mais aujourd'hui, je marchais plus lentement que d'habitude. Il faisait étonnamment chaud pour un début d'octobre. Les feuilles dorées des érables qui bordaient la rue crissaient sous mes pieds. J'avais toujours aimé l'automne, la période où la nature se prépare au repos, ralentissant progressivement son rythme. Peut-être était-ce parce que l'automne était arrivé dans ma propre vie. La banque n'était pas très fréquentée. Le jeune employé, dont j'oubliais toujours le nom, me sourit chaleureusement et me fit entrer dans un bureau séparé. Il me parla de taux d'intérêt et de nouvelles conditions de dépôt, mais je l'écoutais d'une oreille distraite, signant mécaniquement les papiers là où il me l'indiquait. Mes pensées étaient loin. Après avoir terminé les formalités, j'ouvris mon sac à main pour ranger les documents signés et remarquai un billet de loterie froissée qui dépassait de mon portefeuille. Je l'avais complètement oublié. C'était un billet du Loto national que j'avais acheté à l'épicerie 3 jours avant mon anniversaire. D'habitude, je n'achète pas de billets de loterie. Je considère cela comme un gaspillage d'argent. Mais ce jour-là, la caissière avait été si insistante, si convaincue que c'était un billet chanceux, que j'avais cédé et payé 2 € juste pour me débarrasser d'elle. Je tournai le billet dans mes mains, me demandant si le tirage avait déjà eu lieu. Je crois bien. Ils en avaient parlé à la télévision le week-end, mais je n'y avais pas prêté attention. En sortant de la banque, j'achetai un journal local à un kiosque au coin de la rue. Les résultats du loto étaient toujours publiés en dernière page. D'habitude, je parcourais cette page sans m'arrêter, mais aujourd'hui, j'étudiais attentivement le tableau avec les numéros gagnants du samedi précédent. Au début, je n'en crus pas mes yeux. Je relus les numéros, puis encore, plus lentement, en vérifiant chaque chiffre. Il n'y avait aucun doute. Les 6 numéros de mon billet correspondaient aux numéros gagnants. Je sentis mon cœur se mettre à battre plus vite. Dans la colonne du montant du jackpot, il y avait un chiffre qui me coupa le souffle. 1 600 000 €. Je dus m'asseoir sur le banc le plus proche. Mes mains tremblaient légèrement alors que je sortais à nouveau le billet de mon portefeuille et vérifiais les numéros. Mais il ne pouvait y avoir d'erreur. Moi, Odette, j'avais gagné le jackpot. Étrangement, au lieu de me réjouir, je ressentis une sorte de vide intérieur. Il n'y avait pas de joie, juste un léger vertige et la pensée. Et maintenant? Progressivement, ma capacité à penser rationnellement revint. Je pliai soigneusement le billet, le cachai dans le compartiment le plus sûr de mon portefeuille et rentrai chez moi. En chemin, j'achetai un autre journal, une édition différente, pour vérifier les numéros une deuxième fois. Le résultat était le même. À la maison, je fermai toutes les portes à clé, sortis du placard la boîte où je gardais les documents importants et y plaçai soigneusement le billet. Puis je m'assis dans un fauteuil et regardai par la fenêtre pendant un long moment. Rien n'avait changé à l'extérieur. Le même vieil érable dans la cour, les mêmes maisons des voisins. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait bougé, comme si un énorme bloc de glace s'était fissuré et avait commencé à fondre lentement. Le journal contenait des informations pour les gagnants. Si vous avez gagné plus de 5 000 €, veuillez contacter le bureau régional de la loterie.
Suivait une adresse à Aix-en-Provence et un numéro de téléphone. Le lendemain matin, j'appelai ce numéro. Une voix féminine agréable m'expliqua la procédure pour réclamer le prix. Je devais me présenter en personne avec le billet et mes documents. Le prix était exactement celui indiqué dans le journal. 1 600 000 € avant impôt. Après déduction des impôts nationaux et locaux, le montant était réduit d'environ 30%. Mais c'était toujours énorme. Je choisis un paiement unique plutôt que des versements annuels. À mon âge, il serait présomptueux de s'attendre à une longue vie. L'employé de la loterie m'avertit que la vérification et le traitement prendraient environ une semaine et me demanda si je voulais une cérémonie publique de remise de chèques, comme c'est l'usage pour les gros gains. Non, répondis-je fermement. Aucune publicité. C'est votre droit, acquiesça-t-elle. Mais je dois vous avertir que votre nom sera quand même rendu public. La loi nous oblige à publier les noms des gagnants. Je comprends, dis-je, mais pas de photos ni d'interviews, s'il vous plaît. Après la conversation, je me sentis étrangement vide. J'étais sur le point de devenir riche. Pour la première fois de ma vie, j'aurais assez d'argent pour acheter tout ce que je voulais. Mais à 70 ans, les désirs matériels n'ont plus le même pouvoir que lorsque l'on est jeune. Une grande maison, une voiture de luxe, des vêtements coûteux. Tout cela semblait si futile. Vendredi, je me rendis à Aix-en-Provence. Le bureau de la loterie était un bâtiment modeste dans le quartier des affaires de la ville. Le processus de vérification et d'enregistrement prit près de 3 heures. On me photographia pour la documentation interne. Des copies de tous mes documents furent faites et mes empreintes digitales furent prises. Les employés étaient polis, mais ils me traitaient avec le genre de prudence que l'on réserve habituellement aux personnes âgées, comme si je pouvais m'effondrer à tout moment ou oublier pourquoi j'étais là. Finalement, ils me remirent un document confirmant mes gains et m'expliquèrent que l'argent serait viré sur mon compte bancaire dans un délai de 10 jours ouvrables. On me présenta également un conseiller financier qui me donna des conseils standards sur la gestion d'une grosse somme d'argent. J'écoutais poliment, mais au fond de moi, je savais que je ne suivrais pas ses conseils. J'avais mes propres projets pour cet argent, ou plutôt, ils commençaient à prendre forme. Dans le bus du retour, je n'ai jamais conduit, je réfléchis à l'étrangeté de la situation. Toute ma vie, j'avais économisé chaque euro, le mettant de côté pour un jour de pluie qui n'est jamais venu. Et maintenant, alors que ma vie touchait à sa fin, le destin m'avait fait ce cadeau. Ou peut-être était-ce une moquerie. En descendant du bus à Valbelle, je décidai de me promener dans le centre-ville. Je voulais être parmi les gens, écouter des bribes de conversation, regarder la vie ordinaire se dérouler, inconsciente de ma richesse inattendue. En passant par la place principale, je vis une silhouette familière sortir de la mairie. Karine. Elle marchait vite, la tête baissée, et avait l'air contrariée. Je l'appelai et elle se retourna, luttant pour focaliser son regard comme si elle revenait de pensées profondes. Odette. Un sourire apparut sur son visage, mais ses yeux restèrent tristes. Quelle surprise! Que faites-vous en ville? Juste une promenade, répondis-je. Et vous? Pourquoi êtes-vous allé à la mairie? Karine soupira. J'essaie d'obtenir un permis pour agrandir le café, mais comme d'habitude, c'est toute une paperasse et une bureaucratie. Ils veulent des documents supplémentaires, des approbations, des avis d'experts. C'est comme si je projetais de construire une centrale nucléaire, et non pas juste d'ajouter quelques tables. Nous marchâmes ensemble dans la rue. Karine me raconta ses difficultés avec le café, et j'écoutai attentivement. Son petit établissement, chez Karine, était situé au coin de la rue principale et de l'avenue du Chêne, à quelques rues du restaurant de Quentin. C'était un endroit confortable avec 6 tables et un petit bar. Karine cuisinait, servait les clients et s'occupait elle-même de la comptabilité. Sa seule aide était une femme âgée qui venait quelques heures par jour pour faire la vaisselle. Vous voyez, j'ai l'occasion de louer l'espace voisin, expliqua Karine. Il s'est libéré il y a un mois lorsque le magasin d'antiquités a fermé. Je pourrais agrandir le café, embaucher du personnel et diversifier le menu. J'ai tellement d'idées. Qu'est-ce qui vous en empêche? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. L'argent, bien sûr, haussa les épaules Karine. Le loyer, les réparations, l'équipement, les permis, les licences. J'estime que cela coûtera au moins 100 000 €. Je n'ai pas cette somme, et la banque ne me donnera pas de prêt sans garantie sérieuse ou des cautions. Nous nous arrêtâmes devant la vitrine de son café. À travers la vitre, je pouvais voir quelques clients,
un couple de personnes âgées et une femme avec un enfant, assis à des tables en train de savourer un café et des pâtisseries. L'endroit était confortable, mais à l'étroit. Je rêve d'ouvrir un vrai restaurant, continua Karine, regardant son café avec un mélange de fierté et de tristesse. Pas seulement un endroit pour boire un café et manger un sandwich, mais un établissement avec une atmosphère spéciale et un menu intéressant où les gens viendraient non seulement pour manger, mais aussi pour passer du temps. J'ai même trouvé un nom, Ollier. C'est le nom de famille de ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris à cuisiner. À ce moment-là, quelque chose se déclencha dans ma tête. Le plan qui se formait vaguement depuis que j'avais gagné prit soudainement forme. 1 600 000 €. Assez pour changer non seulement ma vie, mais aussi celle de Karine. Et plus important encore, la vie de Quentin. Karine, dis-je lentement. Et si vous aviez l'argent pour vous agrandir? Que feriez-vous en premier? Elle me regarda avec surprise. Je ne sais pas. Je louerais probablement l'espace voisin tout de suite avant que quelqu'un d'autre ne le prenne. Ensuite, je commanderais un projet de rénovation. J'ai un ami architecte qui a déjà esquissé quelques idées juste pour le plaisir. Et la concurrence? Demandai-je prudemment. Il n'y a pas beaucoup de gens à Valbelle qui peuvent se permettre de manger régulièrement au restaurant. Le marché est limité. Karine secoua la tête. Je ne vais pas concurrencer le grill du maître. Quentin a sa niche. Des steaks, des entrecôtes, une cuisine de bistrot typique. Je veux créer quelque chose de complètement différent. Une cuisine méditerranéenne, des plats légers, beaucoup de légumes, du poisson. Il n'y a rien de tel dans notre ville. Je la regardai attentivement. Jeune, énergique, pleine d'idées. C'est comme ça que j'étais avant que la vie ne m'apprenne la prudence et les compromis. Et qu'ai-je obtenu à la fin? Une famille qui ne me respecte pas. Des enfants qui ne se soucient pas de moi. Un petit-fils qui a levé la main sur moi. Et maintenant, j'ai une chance de tout changer. Pas pour moi. Il est trop tard pour moi. Mais peut-être pour Karine, et en même temps, montrer à Quentin que ses actes ont des conséquences. Karine, dis-je fermement. J'ai besoin de vous parler sérieusement, mais pas ici. Venez chez moi demain soir, disons vers 19 h, et soyez prête pour une longue conversation. Elle parut perplexe, mais accepta. Nous nous séparâmes au coin de la rue principale, et je rentrai lentement chez moi, réfléchissant aux détails de mon plan. À chaque pas, il devenait plus clair, plus réel. Oui, c'était risqué. Oui, certains appelleraient cela de la vengeance, mais pour moi, c'était de la justice et peut-être une chance de laisser quelque chose de significatif derrière moi. À la maison, je sortis un vieux dossier du placard. Il contenait les documents de la maison, les polices d'assurance et mon testament. Maintenant, il était temps de faire quelques changements. Des changements sérieux. Je pris un stylo et commençai à noter des choses. Investissement, partenariat, part sociale, termes et conditions. Je n'avais jamais fait d'affaires, mais j'avais toujours été une personne pratique et je comprenais les bases. Le soir, le plan était prêt. J'investirais de l'argent dans le restaurant de Karine, non pas comme un cadeau, mais comme un investissement. Je deviendrais sa partenaire. Nous transformerions le petit café en le meilleur restaurant de Valbelle. Et quand il connaîtrait le succès, quand il commencerait à faire des bénéfices, eh bien, alors Quentin réaliserait qu'il avait perdu non seulement sa femme, mais aussi la grand-mère qui avait toujours été de son côté. Et peut-être que ce serait une leçon pour lui. En m'endormant cette nuit-là, je ressentis quelque chose comme de l'anticipation pour la première fois depuis longtemps. Pas du bonheur. J'avais oublié depuis longtemps ce que c'était, mais un sentiment de but, de direction. J'avais un plan de vengeance, et maintenant, j'allais le mettre en action. Je passais toute la journée à préparer ma conversation avec Karine. La cuisine embaumait l'odeur de la pâtisserie fraîche. J'avais fait une tarte aux prunes selon la recette de ma mère. Ce n'était pas juste une friandise. C'était une sorte de symbole. Dans notre famille, les accords étaient toujours scellés autour d'un repas, qu'il s'agisse d'acheter une maison ou de marier une fille. Ma mère disait, un bon repas adoucit les cœurs et ouvre les portefeuilles. Aujourd'hui, j'étais sur le point d'ouvrir non pas un portefeuille, mais un compte en banque, et j'espérais que la tarte de ma mère suffirait. Il était une fois, il me semble dans une autre vie, je rêvais d'ouvrir ma propre boulangerie. J'aimais créer quelque chose de mes propres mains, voir comment de la farine ordinaire se transformait en une croûte croustillante, comment la pâte levait, remplissant la maison de chaleur et de réconfort. Mais ensuite Raymond est mort, et tous mes rêves ont dû être mis en attente.
3 enfants et une hypothèque ne laissaient pas de place aux fantaisies. J'ai pris un poste d'institutrice à l'école primaire, un emploi stable avec une pension décente. Ce n'était pas ce dont je rêvais, mais c'était ce dont ma famille avait besoin. Et maintenant, à 70 ans, j'ai la chance de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, sinon le mien. Karine était talentueuse. Je le voyais dans ses pâtisseries, dans les sauces qu'elle préparait pour les dîners de famille quand elle était mariée à Quentin. Elle mettait son cœur dans chaque plat, expérimentait, n'avait pas peur de faire des erreurs, des choses qui m'avaient toujours manqué. La sonnette retentit à 7 heures précises. Karine était ponctuelle comme toujours. Elle se tenait sur le pas de la porte avec une bouteille de vin à la main, légèrement embarrassée et clairement intriguée. « J'espère que cela ira bien avec le dîner », dit-elle en me tendant la bouteille. « Parfait », répondis-je. Même si je ne connaissais presque rien au vin. Raymond aimait un bon rouge, mais depuis sa mort, je buvais surtout du thé. « Entrez. Tout est prêt. » Nous nous assîmes à la table du salon. Je l'avais recouverte de ma plus belle nappe et j'avais sorti les assiettes en porcelaine qui prenaient habituellement la poussière dans le buffet. Karine le remarqua, mais ne dit rien. Elle était toujours pleine de tact. Au début, la conversation porta sur des sujets anodins, le temps, les dernières nouvelles de Valbelle, la santé de connaissances communes. Je n'étais pas pressé de passer au sujet principal. Je devais jauger l'humeur de Karine pour comprendre à quel point elle était prête pour ce que j'allais lui proposer. Hier, vous avez mentionné vos projets d'agrandissement du café. Commençai-je finalement alors que nous entamions le dessert? Dites-m'en plus. Que voulez-vous faire exactement? Karine s'anima. Ses yeux s'illuminèrent alors qu'elle commençait à décrire sa vision. Elle parla d'une atmosphère lumineuse et aérée, d'un menu méditerranéen mettant l'accent sur les produits locaux, et d'une carte des vins qu'elle compilait depuis des mois, étudiant les cépages et les régions. Vous savez, il n'y a jamais eu de très bons restaurants à Valbelle, dit-elle, gesticulant avec un enthousiasme impossible à manquer. Nous avons des brasseries. Nous avons quelques restaurants familiaux. Nous avons le grill du maître de Quentin avec ses steaks et ses grillades, mais il n'y a nulle part où aller pour une expérience spéciale, pour des plats qui ne font pas que vous rassasier, mais qui vous surprennent et vous inspirent. J'écoutais, regardant son visage changer alors qu'elle parlait de son rêve. À des moments comme celui-ci, elle était particulièrement belle. Pas la beauté superficielle que les magazines glorifient, mais celle qui vient de l'intérieur, de la passion et de l'enthousiasme. Et la concurrence, demandai-je, abordant délibérément un sujet sensible. Quentin ne sera pas content si vous ouvrez un restaurant qui lui prend ses clients. Le visage de Karine s'assombrit légèrement. Je ne veux aucun conflit, dit-elle doucement. Mais je ne vais pas renoncer à mon rêve parce que j'ai peur de mon ex-mari. Après tout, Valbelle n'est pas si petite. Il y a de la place pour 2 restaurants différents ici. Elle fit une pause, fixant sa tasse de thé, puis leva les yeux vers moi. J'ai longtemps été dans l'ombre de Quentin. Quand nous étions mariés, il pensait que toutes mes idées, toutes mes recettes n'étaient pas assez bonnes, pas assez originales. Il savait toujours mieux. C'est lui le chef, après tout, et moi je ne suis qu'une fille qui aime cuisiner. C'est ce qu'il disait. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, seulement de la lassitude. Je ne connaissais que trop bien ce sentiment. La lassitude de ne pas être prise au sérieux, de voir ses talents et ses capacités dévalorisés par ceux qui devraient vous soutenir le plus. Karine, dis-je, décidant que le moment était venu. J'ai une proposition à vous faire. Une proposition d'affaires. Elle parut surprise. D'affaires. Oui. Je veux investir dans votre restaurant. Karine se figea, la tasse aux lèvres, sans la porter à sa bouche. Quoi? Vous m'avez bien entendu. Je veux être votre partenaire commercial. Je fournirai le capital pour l'agrandissement, pour transformer chez Karine en le restaurant dont vous avez toujours rêvé. Mais vous n'avez pas ce genre d'argent, dit-elle, confuse. Je souris, savourant le moment. Maintenant, si. J'ai gagné au loto. Je lui racontai l'histoire du billet, du gain, de mon voyage à Aix-en-Provence pour remplir les formalités. Karine écoutait, la bouche ouverte, incapable d'en croire ses oreilles. 1 600 000 €, répéta-t-elle. C'est incroyable. Mais pourquoi l'investiriez-vous dans mon restaurant? Vous pourriez voyager, acheter une nouvelle maison, aider vos enfants. Mes enfants, ceux qui n'ont même pas appelé pour savoir comment j'allais après mon anniversaire. Je ne pus cacher l'amertume dans ma voix. Non, Karine. Je veux investir cet argent dans quelque chose qui en vaut la peine,
dans votre rêve, dans notre entreprise commune. Je vis les émotions changer dans ses yeux. L'incrédulité, l'espoir, le doute, l'espoir à nouveau. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Je lui pris la main. Ses doigts étaient chauds et tremblaient légèrement. Parce que vous êtes talentueuse. Parce que vous méritez une chance de le prouver. Et parce que... J'hésitais, me demandant à quel point être honnête. Parce que j'ai besoin de sentir que j'ai fait quelque chose de significatif au crépuscule de ma vie. Que je n'ai pas seulement vécu ma vie à élever des enfants qui ont grandi et m'ont oublié, mais que j'ai créé quelque chose qui vivra après moi. C'était la vérité, mais pas toute la vérité. Je n'avais pas mentionné mon principal motif, mon désir de me venger de Quentin pour sa trahison, pour le coup qui me faisait encore mal au côté et au cœur. Mais Karine n'avait pas besoin de le savoir. Du moins, pas encore. Je ne sais pas quoi dire, dit-elle finalement. C'est une offre très généreuse. Mais je ne peux pas accepter une telle somme d'argent comme ça. Vous n'avez pas à le faire, l'interrompis-je. Ce n'est pas un cadeau, Karine. C'est un investissement. Je serai votre partenaire. Nous partagerons les risques et les bénéfices. Je mettrai l'argent. Vous mettrez votre talent et votre énergie. C'est un accord équitable. Je vis ses yeux s'illuminer d'intérêt. L'approche commerciale lui plaisait plus que l'idée de charité. Karine avait toujours été indépendante et n'avait pas l'habitude d'accepter l'aumône. « Quelles sont vos conditions ?» demanda-t-elle sans détour. Je sortis une feuille de papier avec mon plan esquissé d'un dossier sur la table à côté de moi. Premièrement, nous changeons le nom. Chez Karine sonne comme un café. Nous avons besoin de quelque chose de plus sophistiqué. Ollier, dit-elle sans hésiter. J'y pense depuis longtemps, en l'honneur de ma grand-mère. Ollier est un excellent nom, approuvai-je. Deuxièmement, j'apporte 300 000 € comme capital de départ. Cela devrait couvrir la location de l'espace voisin, les rénovations, l'équipement, les frais de personnel initiaux et la publicité. En échange, j'obtiens 40% de l'entreprise. Karine hocha la tête, considérant les chiffres. C'est juste, dit-elle. Quoi d'autre? Troisièmement, vous conservez un contrôle créatif complet. Le menu, l'intérieur, le personnel, tout cela est de votre responsabilité. Je n'interviendrai pas dans ces domaines. Dans quoi interviendrez-vous? Demanda-t-elle avec un léger sourire. Les finances. Je veux voir des rapports mensuels, savoir où va l'argent, quel est le retour sur investissement. Je ne suis pas une femme d'affaires, mais après 40 ans comme enseignante, j'ai appris à compter chaque euro. Karine rit. C'est juste. Autre chose? Oui, une dernière chose. Je fis une pause, cherchant les mots justes. Nous ne cachons pas mon implication dans le projet. Je ne veux pas être une partenaire silencieuse. Je veux que tout le monde sache que Ollier est notre entreprise commune, la vôtre et la mienne. Karine fronça les sourcils, saisissant instantanément le sous-entendu. Vous voulez que Quentin sache que vous avez investi dans mon restaurant? Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Oui, répondis-je honnêtement. Je veux qu'il le sache. Elle repoussa sa tasse et se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Elle resta là, silencieuse un moment, regardant le jardin qui s'assombrissait. Je ne la pressai pas, lui laissant le temps de réfléchir. Savez-vous ce qui s'est passé le jour de votre anniversaire? Demanda-t-elle soudainement sans se retourner. Je me tendis. Comment? Chloé me l'a dit. Elle m'a appelé le lendemain, très contrariée. Elle a dit que Quentin avait été horrible, qu'il vous avait poussé et que vous étiez tombé. Je restai silencieuse, ne sachant que dire. Alors Chloé n'était pas indifférente après tout. Au moins, elle avait appelé Karine. Je me doutais que quelque chose s'était passé quand je vous ai vu grimacer de douleur, continua Karine. Mais je ne voulais pas vous presser. Je pensais que vous me le diriez si vous le vouliez. Elle se tourna vers moi, et je vis de la détermination dans ses yeux. J'accepte votre offre, Odette. Pas seulement parce que c'est une chance de réaliser mon rêve, mais parce que vous méritez mieux que ce que vous avez reçu de votre famille. Et si Quentin découvre que vous êtes ma partenaire, eh bien, ce sera juste. Je sentis quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Ce n'était pas du triomphe ou de la joie maligne, mais quelque chose de plus complexe. Un mélange de gratitude, de soulagement et d'une joie tranquille de ne pas être seule dans mes sentiments. Alors, c'est un accord? Demandai-je en tendant la main. C'est un accord. Karine me serra fermement la main.
Partenaire. Nous passâmes le reste de la soirée à discuter des détails. Karine me montra quelques croquis que son ami architecte avait fait juste pour le plaisir, pour un projet de rêve. L'intérieur était de style méditerranéen. Bois clair, murs blancs, touches d'azur, beaucoup de plantes vertes, une cuisine ouverte pour que les clients puissent voir le processus de cuisson, un bar avec des tabourets hauts pour ceux qui venaient seuls ou voulaient juste un verre de vin. La salle principale avait des tables confortables disposées pour créer une sensation d'intimité même lorsque le restaurant était plein. Voici un exemple de menu, dit Karine en sortant un carnet usé de son sac. J'y note toutes les idées de plats qui me viennent à l'esprit. Je feuilletais les pages, regardant les notes de recettes soignées, les commentaires et parfois même de petits dessins illustrant la présentation des plats. Il était clair que ce carnet n'était pas seulement une collection de recettes, mais une sorte de journal de rêve que Karine entretenait depuis des années. C'est impressionnant, dis-je sincèrement. Vous y avez vraiment beaucoup réfléchi. J'y pense depuis que j'ai ouvert le café, admit Karine. Mais je n'ai jamais cru pouvoir concrétiser ces projets. Du moins, pas dans les prochaines années. Maintenant, vous le pouvez, dis-je en fermant le carnet et en le lui rendant. Nous pouvons commencer demain. D'abord, nous devons sécuriser le bail de l'espace voisin et trouver un bon avocat pour rédiger notre contrat d'association. Bien sûr, tout doit être légal, ajouta Karine, pragmatique. Nous discutâmes encore un peu des détails pratiques. Puis Karine se prépara à rentrer chez elle. À la porte, elle se retourna soudainement et me serra fort dans ses bras. Merci, Odette. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Je lui tapotai maladroitement le dos. Je n'étais pas habituée à de telles démonstrations d'émotion, mais maintenant, cela semblait approprié. Ne me décevez pas, dis-je à moitié en plaisantant. Je ne le ferai pas, répondit-elle sérieusement. Je vous le promets. Après le départ de Karine, je restai longtemps assise dans mon fauteuil à réfléchir à notre conversation. L'accord était conclu. Il était maintenant temps de mettre le plan à exécution. Et bien que j'essaie de me convaincre que je faisais cela principalement pour soutenir une jeune femme talentueuse, au fond de moi, je connaissais la vérité. C'était une vengeance. Une vengeance sophistiquée et bien pensée contre un homme qui avait trahi ma confiance, qui avait levé la main sur moi et ne s'était jamais excusé. J'imaginais le visage de Quentin lorsqu'il apprendrait que sa grand-mère était devenue la partenaire commerciale de son ex-femme, et je ne pus m'empêcher de sourire. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais sentie aussi vivante. Chaque jour était rempli de décisions, de réunions, de nouvelles expériences. D'abord, Karine et moi avons engagé un avocat, un jeune homme sérieux d'Aix-en-Provence spécialisé dans les petites entreprises. Il a rédigé un contrat d'association que nous avons toutes les deux examiné attentivement et signé. Ensuite, nous avons signé un bail pour l'espace voisin du café, un ancien magasin d'antiquités vacant depuis 2 mois. Le propriétaire de l'immeuble, un homme âgé nommé Harold Fletcher, était heureux d'avoir un locataire à long terme et a même baissé un peu le prix lorsqu'il a entendu parler de nos projets. La ville a besoin de nouveaux endroits, a-t-il dit en signant le contrat. Sinon, tout le monde va à Aix-en-Provence pour un dîner décent. Puis vinrent les réunions avec l'architecte et le décorateur d'intérieur. Un ami de Karine, à Caritat, s'est avéré être un jeune professionnel talentueux qui a accepté le projet avec enthousiasme. Il a affiné les croquis préliminaires, a pris en compte tous nos souhaits et a élaboré un plan de rénovation détaillé. Nous allons combiner les 2 pièces pour créer un espace ouvert, a-t-il expliqué en nous montrant les dessins. Nous allons abattre le mur intérieur, ne laissant que les colonnes porteuses. Nous allons agrandir la cuisine et la rendre partiellement ouverte. Le bar sera ici. La salle principale sera là. Et à l'arrière, il y aura plusieurs box pour ceux qui préfèrent l'intimité. Karine rayonnait de bonheur en regardant les plans. J'étais également satisfaite. Le design semblait élégant, mais pas prétentieux. Juste ce qu'il fallait pour Valbelle. Assez sophistiqué pour attirer ceux qui allaient habituellement dîner à Aix-en-Provence, mais pas au point d'effrayer les locaux. La décoratrice d'intérieur, Halle Maurice, a suggéré une palette d'inspiration méditerranéenne de blanc, d'azur et de sable avec des accents de terre cuite, des matériaux naturels, beaucoup de lumière et des plantes vertes. Les meubles ont été commandés à un artisan local, Édouard Couper, dont les pièces étaient réputées pour leur durabilité et leur beauté. C'était plus cher que d'acheter des meubles prêts à l'emploi, mais la qualité en valait la peine. Pendant que les préparatifs étaient en cours, Karine travaillait sur le menu.
Elle a organisé plusieurs dégustations pour nous et un petit groupe d'amis, expérimentant des recettes et perfectionnant chaque plat. Je n'étais pas une gastronome, mais même moi, je pouvais apprécier à quel point ses créations étaient exquises. J'aimais particulièrement le bar cuit au four avec des herbes et du citron. Un plat simple mais incroyablement délicieux. Le secret réside dans la fraîcheur des ingrédients, expliqua Karine. J'ai pris des dispositions avec les agriculteurs locaux pour qu'ils nous fournissent des fruits et des légumes. Nous ferons livrer du poisson de Marseille 3 fois par semaine. Oui, cela augmentera nos dépenses, mais la qualité en vaut la peine. Je lui faisais entièrement confiance dans ces domaines. Mon rôle se limitait à l'aspect financier des choses. Je tenais le budget, approuvais les dépenses et négociais les conditions de paiement avec les fournisseurs. Il s'est avéré que j'avais un talent pour ce genre de choses. Des décennies de gestion du budget familial m'avaient appris à être pratique et attentive aux détails. La nouvelle de notre partenariat s'est rapidement répandue dans tout Val-Bel. C'est une petite ville. Tout le monde sait tout. J'entendais des chuchotements dans mon dos quand j'allais faire les courses et je remarquais des regards curieux à l'église le dimanche. Personne n'osait demander directement, mais tout le monde discutait de mes gains et de ma décision d'investir dans le restaurant de l'ex-femme de mon petit-fils. Ma fille Marthe a appelé une semaine après le début des travaux de rénovation. C'était la seule de la famille qui avait gardé le contact avec moi après l'incident de la fête d'anniversaire. « Maman, c'est vrai ?» demanda-t-elle sans préambule. « Tu investis de l'argent dans l'entreprise de Karine ?» « Oui, » répondis-je calmement. « Nous sommes partenaires. »« Mais pourquoi ? Comprends-tu comment cela est perçu ? Comme une trahison envers Quentin. » « Et qu'a-t-il fait, je me demande, quand il m'a poussé lors de ma propre fête d'anniversaire ? N'était-ce pas une trahison ? » Je ne pouvais pas empêcher l'amertume de percer dans ma voix. Marthe est restée silencieuse quelques secondes. « Il ne le voulait pas, maman. Il était ivre, contrarié. Et c'est une excuse. Il ne s'est même pas excusé, Marthe. Aucun de vous n'a pris ma défense. Vous êtes tous restés assis là à regarder votre parent ivre insulter et pousser une femme de 70 ans. Silence à nouveau, puis un lourd soupir. Je n'appelle pas pour me disputer, maman. Sois juste prudente. Quentin est très contrarié. Il le prend comme une trahison personnelle. Qu'il le prenne comme il veut, lâchez-je. Je m'en fiche. Mais c'était un mensonge. Je m'en souciais. Je voulais qu'il soit contrarié. Je voulais qu'il ressente au moins une partie de la douleur et de l'humiliation que j'avais ressentie. Marthe n'a pas abordé le sujet à nouveau, et nous avons parlé de choses triviales pendant un moment avant de nous dire au revoir. Après notre conversation, je me suis sentie étrangement vide. Une partie de moi voulait faire la paix avec ma famille, restaurer la relation que nous avions auparavant. Mais une autre partie, une partie plus forte, aspirait à la justice. Et cette partie a gagné. Les travaux de rénovation avançaient rapidement. 1 mois après la signature du contrat d'association, le mur entre les 2 pièces a été abattu, l'espace a été unifié et les travaux de finition ont commencé. Je venais sur le chantier tous les jours, je regardais les progrès et je discutais des détails avec Karine, l'architecte et les ouvriers. J'aimais être au centre des choses, prendre des décisions et voir notre plan prendre vie. Un jour, alors que j'inspectais les travaux, l'un des ouvriers s'est approché de moi avec une question sur les matériaux pour le comptoir du bar. Nous étions au milieu de la future salle de restaurant, en train de discuter des avantages des différents types de bois, quand j'ai remarqué une silhouette familière debout dans l'embrasure de la porte. Quentin. Il se tenait immobile, nous fixant. Même de loin, je pouvais voir à quel point ses épaules étaient tendues, à quel point ses poings étaient serrés. Nos regards se sont croisés à travers le chantier poussiéreux, et j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. De la joie maligne, de la peur, de la tristesse. Mon petit-fils, que j'avais autrefois aimé plus que tout, me regardait maintenant avec une hostilité non dissimulée. Un instant plus tard, il s'est retourné et s'est éloigné sans dire un mot. J'ai continué ma conversation avec l'ouvrier comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je tremblais. La confrontation que j'attendais et que je redoutais au fond de moi approchait inévitablement. Mais pour l'instant, je ne voulais pas y penser. Nous avions du travail à faire pour transformer le rêve de Karine en réalité. Et chaque jour qui passait, cette réalité se rapprochait. De nouveaux murs, de nouvelles fenêtres, une nouvelle vie qui naissait de l'ancien espace. La métaphore ne m'a pas échappé. J'avais trouvé un nouveau but dans la vie, un nouveau sens. Et même si mon motif initial était la vengeance, il y avait maintenant autre chose.
Un désir de créer quelque chose de beau, quelque chose de significatif, quelque chose qui resterait après moi et apporterait de la joie aux gens pendant de nombreuses années. 2 mois passèrent comme un seul jour. La rénovation s'acheva avec une semaine de retard, mais le résultat dépassa toutes les attentes. Ollier ressemblait exactement à ce que Karine et moi avions rêvé. Élégant mais sans prétention, confortable mais de bon goût. Des murs blancs au plâtre texturé, des poutres en bois au plafond et un éclairage doux créaient une atmosphère chaleureuse. Une cuisine ouverte derrière une cloison vitrée permettait aux clients de regarder la préparation des plats. Un bar en bois sombre avec des tabourets où invitaient ceux qui venaient pour un verre de vin et une bouchée à manger. Dans la salle à manger principale, 20 tables étaient disposées de manière à créer une sensation d'intimité même lorsque le restaurant était plein. La date d'ouverture fut fixée au 15 décembre, un vendredi. Ce n'était pas le moment idéal compte tenu des fêtes à venir, mais Karine insista. Elle voulait se roder avant Noël et régler tous les détails pour que le restaurant entre dans la nouvelle année avec une réputation et une clientèle déjà établies. Les semaines précédant Noël sont en or pour les restaurants, expliqua-t-elle. Les fêtes d'entreprise, les dîners de famille, les vieux amis qui se retrouvent. Si nous ouvrons en janvier, nous manquerons cette effervescence. J'étais d'accord, même si je craignais que tout ne soit pas prêt à temps. Le personnel avait été embauché et formé, le menu avait été élaboré dans les moindres détails, et la carte des vins avait été compilée avec l'aide d'un consultant de Marseille. Mais il y a toujours un risque que quelque chose se passe mal. Une semaine avant l'ouverture, nous avons lancé notre campagne publicitaire. Des annonces dans le journal local, des prospectus, une bannière sur la rue principale de Valbelle. Mais notre atout maître était la stratégie que Karine et moi avions élaborée ensemble. Des invitations personnelles aux habitants influents de la ville. Le maire, les membres du conseil municipal, les directeurs d'école, les propriétaires d'entreprises locales et le rédacteur en chef du journal reçurent tous d'élégantes cartes les invitant à la grande ouverture de Ollier. « Êtes-vous sûr que le maire viendra ?» demanda nerveusement Karine. « Il viendra, » répondis-je avec confiance. Jeffrey Hawkins était mon élève de CE2. Je connais sa mère. Il n'oserait pas refuser. Ma confiance fut confirmée lorsque le maire lui-même appela pour confirmer sa présence. D'autres suivirent. Le mercredi, nous avions les confirmations de la plupart des invités de marque. Valbelle était une petite ville, et l'ouverture d'un nouveau restaurant était un événement majeur. « Vous êtes un génie, Odette », dit Karine alors que nous vérifions la liste des invités. « Je n'aurais jamais pensé que vous étiez une telle stratège. » Je souris. Des décennies d'enseignement en école primaire m'avaient appris à gérer les gens mieux que n'importe quel cours de commerce. Surtout dans une petite ville où tout le monde se connaît et est lié par 1000 fils invisibles. Je savais qui était ami avec qui ne supportait pas qui, quels enfants j'avais eus comme élèves, quels parents étaient mes collègues, et j'utilisais cette connaissance à son plein potentiel. Le jour de l'ouverture, j'arrivais au restaurant tôt le matin. Karine était déjà là, dans la cuisine, supervisant les derniers préparatifs. Le personnel s'affairait à mettre les tables, essuyer les verres, disposer les couverts. Des fleuristes livrèrent des compositions de fleurs fraîches. Rien d'extravagant, juste des lys blancs et de la verdure, élégant et de bon goût. Tout devait être parfait. Je fis le tour de la salle, vérifiant chaque détail. À l'entrée se trouvait un petit pupitre avec un livre d'or et un panier pour les cartes de visite. Sur chaque table, une petite carte avec l'histoire du nom du restaurant et une histoire sur la grand-mère de Karine, Éléonore Ollier, dont les recettes avaient inspiré de nombreux plats du menu. C'était une petite touche, mais importante pour créer la bonne atmosphère. « Comment allez-vous » demandai-je à Karine lorsqu'elle sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Je suis nerveuse » admit-elle honnêtement. « Mais c'est une bonne énergie nerveuse, comme avant un examen pour lequel on s'est bien préparé. » Elle était magnifique dans une simple robe noire avec un tablier de chef par-dessus. Ses cheveux étaient attachés, et elle portait un maquillage minimal. Karine voulait que les invités se concentrent sur la nourriture, pas sur son apparence. « Tout ira bien », dis-je en la serrant dans mes bras, me surprenant moi-même. « Vous méritez ce succès. »« Nous le méritons », corrigea-t-elle en me rendant l'étreinte. « C'est notre projet, Odette. Je n'oublierai jamais que sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. » À 19h, les portes de « Ollier » s'ouvrirent aux premiers invités. Une petite foule s'était déjà rassemblée à l'extérieur, des habitants curieux attirés par la publicité et les rumeurs. Karine et moi nous tenions à l'entrée, accueillant chaque invité personnellement.
Le maire fut l'un des premiers à arriver, accompagné de sa femme. Il fut suivi par d'autres personnalités. Je vis la surprise sur leur visage en entrant dans la salle et en découvrant que la petite Valbelle avait maintenant un restaurant qui pouvait rivaliser avec ceux de Marseille ou de Paris. La presse était également présente. Un journaliste et un photographe du journal local, un blogueur d'Aix-en-Provence qui tenait une page sur les restaurants de la région. Je cochais mentalement un autre point de ma liste. Un autre élément du plan avait parfaitement fonctionné. L'atmosphère dans la salle était animée. Le cliquetis des verres, les conversations feutrées et la musique d'ambiance se fondaient en un agréable bourdonnement. Les serveurs glissaient entre les tables, servant des amuse-bouches et des entrées. Karine sortait périodiquement de la cuisine pour saluer des invités spéciaux et parler du concept derrière le menu. J'observais tout depuis ma place à une petite table dans le coin. Mon rôle était moins visible, mais non moins important. Je surveillais les réactions des invités, notant quels plats étaient les plus populaires et quels vins étaient les plus commandés. Ces informations étaient précieuses pour le travail futur. À 21h, le restaurant était plein à craquer. Nous n'avions délibérément pas réservé toutes les tables, en laissant quelques-unes pour les clients de passage, et cela a payé. Les gens continuaient d'arriver, attirés par la lumière et l'animation visible à travers les grandes fenêtres de « Ollier ». Le maire prononça un court discours pour nous féliciter de l'ouverture et noter que de tels établissements rehaussaient le prestige de Valbelle et attiraient des touristes des villes voisines. C'était exactement ce que nous avions espéré. La reconnaissance officielle de notre contribution à la vie de la ville. Vers 22h, Mélanie Watson, la rédactrice en chef du journal local, s'approcha de moi. « Félicitations, Odette », dit-elle en s'asseyant à côté de moi. « Quel endroit incroyable ! Je n'aurais jamais pensé que vous vous lanceriez dans un projet comme celui-ci à votre âge. » Mélanie avait été mon élève il y a longtemps, et maintenant, dans la quarantaine, elle me parlait encore parfois sur le ton d'une élève appliquée. « L'âge n'est pas un obstacle au nouveau départ, » répondis-je. « Surtout quand on a une partenaire aussi talentueuse que Karine. »« Oui, sa cuisine est impressionnante, » dit Mélanie en prenant une gorgée de vin. « Mais je dois admettre que beaucoup en ville sont surpris par votre partenariat. Compte tenu de la situation avec Quentin. » Je la regardai droit dans les yeux. « Qu'en est-il de Quentin ?» Mélanie parut légèrement embarrassée. « Eh bien, vous savez, c'est votre petit-fils et Karine et son ex-femme. Les gens disent que vous avez pris son parti après leur divorce. »« Je n'ai pas pris parti, » dis-je fermement. « J'ai juste investi dans une entreprise prometteuse. Karine est talentueuse. Elle avait une excellente vision. Elle avait besoin de capitaux. J'avais des capitaux. J'avais besoin de les investir. C'était une transaction purement commerciale. » Nous savions toutes les deux que ce n'était pas toute la vérité, mais Mélanie hocha la tête, acceptant mon explication. Elle était trop bonne journaliste pour ne pas sentir qu'il y avait quelque chose de personnel derrière, mais assez pleine de tact pour ne pas insister. « En tout cas, le résultat est impressionnant, » dit-elle en changeant de sujet. « Je ferai une critique détaillée pour l'édition de dimanche avec des photos. »« J'apprécierais, » souris-je. Un autre point de l'ordre du jour coché. La soirée continua. Les invités apprécièrent la nourriture et l'atmosphère. Les serveurs géraient avec brio le flux de commandes et le barman mélangeait les cocktails avec un talent digne d'un spectacle. Tout se passait parfaitement, même mieux que nous aurions pu l'espérer. Vers 23h, alors que la première vague d'invités commençait à partir, je remarquai une silhouette familière entrant dans le restaurant. Quentin. Il était seul, sans cavalière, et semblait sobre, ce qui était déjà un bon signe. Il s'arrêta à l'entrée, regardant autour de la salle, et son regard se posa sur moi. J'avais anticipé ce moment, m'y étais préparé, mais je sentis tout de même mon cœur se mettre à battre la chamade. Quentin se fraya lentement un chemin entre les tables, se dirigeant vers moi. Je vis les têtes des autres clients se tourner pour le suivre. Beaucoup d'entre eux connaissaient notre situation et attendaient sans doute une scène. « Grand-mère », dit-il en s'arrêtant à ma table. « Quentin », hochai-je la tête, essayant de rester calme. « As-tu décidé de te joindre à la fête ?» Il s'assit en face de moi sans y être invité. « Pas vraiment. Je suis venu pour parler. »« Ce n'est pas le meilleur moment, » dis-je en jetant un coup d'œil à la salle bondée. « Nous sommes en pleine ouverture, comme tu peux le voir. »« Oui, je peux le voir, » dit-il, la voix teintée d'amertume. « Très impressionnant, surtout si l'on considère que tu n'as jamais montré le moindre intérêt pour le secteur de la restauration quand j'ai ouvert mon établissement. »
Je soupirai. Quentin, ne faisons pas de scène. Pas aujourd'hui. Il me regarda longuement, puis hocha la tête de manière inattendue. D'accord, pas aujourd'hui. Mais nous devons parler, grand-mère. Vraiment parler. Je suis d'accord. Viens me voir demain à 14 heures. Quentin se leva. Je viendrai. Et félicitations pour l'ouverture. C'est un endroit vraiment magnifique. Il partit aussi soudainement qu'il était apparu, me laissant avec des sentiments mitigés. Une partie de moi était heureuse qu'il soit venu, qu'il soit prêt à parler. Une autre partie craignait la confrontation à venir. Karine s'approcha de ma table quelques minutes après le départ de Quentin. Je l'ai vu, dit-elle doucement. Ça va? Oui, hochai-je la tête. Il veut qu'on parle demain. Elle me serra l'épaule en signe de soutien silencieux et retourna en cuisine. J'appréciai le geste. Karine ne s'était jamais immiscée dans ma relation avec Quentin, même si cela l'affectait sans aucun doute aussi. Le reste de la soirée se déroula sans incident. À minuit, le dernier invité était parti, laissant des critiques élogieuses dans le livre d'or à l'entrée. Le personnel commença à nettoyer, et Karine et moi nous assîmes au bar avec des coupes de champagne pour célébrer l'ouverture réussie. À Ollier, dis-je en levant mon verre. À nous, ajouta Karine en trinquant avec moi. Le lendemain, je me levai plus tard que d'habitude, me sentant un peu fatiguée après la soirée précédente. La maison semblait particulièrement silencieuse après le bruit et l'excitation du restaurant. Je pris un petit déjeuner tranquille et parcourus le journal du matin, où une photo de Ollier figurait en première page avec une brève annonce d'un article complet dans l'édition du dimanche. Vers 2 heures, je commençai à me préparer pour l'arrivée de Quentin. Je mis la bouilloire en marche et sortis les biscuits que j'avais préparés plus tôt dans la semaine. Ce n'était pas que j'essayais de soudoyer mon petit-fils avec des sucreries, comme je l'avais fait quand il était enfant, mais une partie de moi voulait toujours qu'il se sente à l'aise chez moi. Quentin arriva pile à l'heure, sans aucun retard. J'appréciai sa ponctualité, un petit signe de respect. Il avait l'air calme et sérieux quand j'ouvris la porte. Il n'y avait aucun signe d'une récente beuverie ou d'agressivité. Entre, dis-je en lui faisant signe d'entrer dans le salon. Le thé est prêt. Nous nous assîmes à table et je versai le thé dans les tasses. Nous restâmes silencieux un moment, comme si aucun de nous ne savait comment commencer une conversation difficile. Alors, dit finalement Quentin. Tu es la partenaire commerciale de Karine. Oui. Je ne voyais aucun intérêt à nier l'évidence. Pourquoi? Il me regarda droit dans les yeux, exigeant une réponse honnête. J'aurais pu reparler de l'entreprise prometteuse et des talents de Karine, mais je décidai d'être honnête. Quentin méritait la vérité. Parce qu'elle le mérite, et parce que je voulais te montrer que tes actes ont des conséquences. Il fronça les sourcils. C'est à cause de ce qui s'est passé à ton anniversaire? Je me suis déjà excusé. J'étais ivre, contrarié. Non, tu ne t'es pas excusé, l'interrompis-je. Tu n'as jamais appelé. Tu n'es jamais venu. Et il ne s'agit pas seulement de l'anniversaire, Quentin. Il s'agit d'années de négligence, de la façon dont tu as traité Karine, dont tu m'as traité, dont tu as traité toute la famille. Tu as toujours pensé que le monde tournait autour de toi. Quentin parut abasourdi par ma franchise. Ce n'est pas juste, dit-il après une pause. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai construit cette entreprise à partir de rien, sans l'aide de personne. Et t'ai-je jamais demandé ton aide une seule fois pendant toutes ces années? Non. Tout ce que j'ai demandé, c'est du respect. Du respect pour ma maison, pour mon anniversaire, pour mes sentiments. Et qu'ai-je obtenu? Des insultes d'ivrogne et une bourrade qui m'a laissé le côté endolori pendant une semaine. Je le vis tressaillir à ces mots. Bien. Qu'il sache que ces actes m'avaient blessé, pas seulement émotionnellement, mais physiquement. Je ne voulais pas te pousser, dit-il doucement. C'était un accident. J'étais très en colère contre Karine, terminai-je pour lui. Tu es toujours en colère contre Karine. Mais tu sais quoi? Elle n'a jamais dit un mot de mal sur toi. Pas même après le divorce. Pas même quand tu as répandu des rumeurs sur son café. Quentin détourna le regard. Je n'ai pas répandu de rumeurs. Peu importe. Le fait est que tu as pris son désir de se développer de manière indépendante comme une insulte personnelle. Comme si elle n'avait pas le droit à ses propres ambitions, à sa propre entreprise. Ce n'est pas vrai, objecta-t-il, mais sans grande conviction. Non.
Alors pourquoi es-tu devenu si en colère quand tu as appris notre partenariat? Si tu veux vraiment qu'elle réussisse, ne devrais-tu pas être heureux pour elle? Quentin resta silencieux, réfléchissant à ce que j'avais dit. Je pouvais voir la lutte sur son visage. Une partie de lui comprenait que j'avais raison, mais une autre partie, têtue et fière, refusait d'admettre ses erreurs. Tu as pris son parti, dit-il finalement. Ma grand-mère a été séduite par mon ex-femme. Comment crois-tu que je devais le prendre? Je n'ai pas pris parti, Quentin. J'ai juste cessé de te soutenir aveuglément quand tu as commencé à te comporter de manière inappropriée. Ce sont deux choses différentes. Je fis une pause, rassemblant mes pensées. Ce que j'allais dire ensuite était important. Je t'aimais plus que n'importe lequel de mes petits-enfants. Tu étais spécial pour moi, sensible, intelligent, avec tant de potentiel. Je voyais ton grand-père en toi. La même passion, le même désir d'excellence. Mais ces dernières années, tu as changé. Tu es devenu dur, cynique, égoïste. Tu as commencé à boire trop. Tu as commencé à blâmer tout le monde autour de toi pour tes problèmes. Quentin écoutait sans m'interrompre. Je pouvais voir que mes paroles le blessaient. Mais je continuais. Tout cela aurait dû être dit il y a longtemps. Quand tu as épousé Karine, j'étais si heureuse. Elle était exactement ce dont tu avais besoin. Équilibrée, gentille, avec ses propres intérêts et ambitions. Vous auriez pu construire quelque chose de magnifique ensemble, mais tu n'as pas pu accepter qu'elle n'allait pas vivre ta vie, tes intérêts. Tu voulais qu'elle soit ton ombre, et elle voulait être ta partenaire. C'est plus compliqué que tu ne le penses, objecta Quentin, mais sans sa conviction précédente. Peut-être. Les relations sont toujours compliquées, mais le fait est qu'après votre divorce, tu as commencé à te comporter de manière honteuse. Tu as répandu des rumeurs, essayé de saper son entreprise, monté la famille contre elle. Et quand je n'ai pas soutenu ton comportement, tu l'as pris comme une trahison. Je pris une gorgée de mon thé froid. Et puis il y a eu mon anniversaire, ton explosion et la façon dont toute la famille a fait comme si de rien n'était quand tu as poussé ta grand-mère de 70 ans si fort qu'elle est tombée. Quentin baissa la tête. Je n'étais pas moi-même. Je suis vraiment désolé pour ça, grand-mère. Je sais, mais les regrets ne suffisent pas, Quentin. Tu dois agir. Apporter des changements. Tu dois prendre la responsabilité de ta vie, de tes actes. Arrêter de blâmer les autres pour tes problèmes. Nous restâmes assis en silence un moment. Je pouvais voir Quentin lutter avec lui-même, avec sa fierté, avec la nécessité d'admettre ses erreurs. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda-t-il finalement. « Rien, répondis-je honnêtement. Je ne fais pas ça pour te faire faire ou dire quoi que ce soit. Je veux juste que tu comprennes que les actes ont des conséquences. Tu ne peux pas te comporter comme un enfant gâté pendant des années et t'attendre à ce que tout le monde supporte ça. » 6 mois s'écoulèrent. Juin était chaud, et les climatiseurs de Ollier fonctionnaient à plein régime, créant une fraîcheur agréable pour les visiteurs fuyant la chaleur de 30 degrés Celsius. J'étais assise à ma table habituelle dans le coin de la salle, examinant les rapports financiers du mois passé. Les chiffres étaient encourageants. Nous avions enregistré une croissance régulière du chiffre d'affaires pour le 5e mois consécutif. Les dépenses augmentaient également, mais pas aussi rapidement que les revenus, ce qui nous permettait d'augmenter progressivement nos bénéfices. Karine s'approcha de moi pendant la pause entre le déjeuner et le dîner, lorsque le restaurant était calme. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle en désignant les documents. « Très bien, » dis-je en lui tendant le dossier. Surtout si l'on considère que l'été n'est généralement pas la meilleure saison pour le secteur de la restauration. Les gens partent en vacances, mangent des glaces dehors et font des barbecues dans leur jardin. Mais pas par cette chaleur, sourit Karine en feuilletant le rapport. Personne ne veut rester devant un grill quand il fait chaud dehors. De plus, nous avons les meilleurs cocktails d'été de la ville. C'était vrai. Notre barman, Noah, avait créé une carte de boissons estivales spéciale qui attirait les clients même en semaine. La brise méditerranéenne, un mélange rafraîchissant de gin, de basilic, de concombre et de tonic, était particulièrement populaire. « Comment va Quentin ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Le visage de Karine se fit plus sérieux. « Pas très bien. Je suis passé devant le grill du maître hier. C'était presque vide. Seulement 2 tables étaient occupées, et c'était un vendredi soir. » Je hochai la tête. Les affaires de Quentin avaient commencé à décliner presque immédiatement après l'ouverture de Ollier. Au début,
Ce n'était qu'une réaction naturelle des habitants de la ville à quelque chose de nouveau. Tout le monde voulait essayer la nourriture de ce nouvel endroit à la mode. Nous nous attendions à ce que l'engouement s'estompe après un mois ou deux et que certains clients retournent à leurs habitudes, mais cela ne s'est pas produit. Ollier s'est rapidement forgé une réputation de meilleur restaurant non seulement de Val-Belle, mais de tout le département. Les gens venaient des villes voisines spécifiquement pour dîner chez nous. Karine mettait régulièrement à jour le menu, ajoutant des plats de saison et des offres spéciales. Nous organisions des soirées à thème sur la cuisine méditerranéenne de différentes régions, des dégustations de vins et des cours de cuisine. Quentin, au lieu de s'adapter à la nouvelle concurrence, a commencé à agir selon le pire des scénarios. Il a baissé les prix, ce qui a entraîné une baisse de la qualité de la nourriture. Il a licencié une partie du personnel pour réduire les coûts, ce qui a ralenti le service. Il a commencé à proposer des promotions, 2 pour le prix d'un, ce qui n'attirait que les clients axés sur la quantité plutôt que sur la qualité. Je regardais ce déclin avec des sentiments mitigés. Une partie de moi, la vieille femme rancunière qui se souvenait de chaque insulte, de chaque mot dédaigneux, ressentait de la satisfaction. La justice avait prévalu. Quentin récoltait les fruits de son arrogance et de son manque de respect. Mais une autre partie de moi, la partie qui se souvenait encore du petit garçon qui venait me voir avec des genoux écorchés et ses premières expériences culinaires, était triste. Je ne voulais pas qu'il échoue complètement. Je ne voulais pas le détruire. Je voulais juste qu'il comprenne que ses actes avaient des conséquences. C'est de sa faute, dit Karine comme si elle lisait dans mes pensées. Au lieu d'améliorer son restaurant, d'élever la qualité, de chercher de nouvelles idées, il a choisi la voie de la moindre résistance. Et maintenant, il en paie le prix. Je sais, dis-je en fermant le dossier des rapports. Mais c'est quand même douloureux de voir l'entreprise qu'il a construite au fil des ans s'effondrer sous nos yeux. Karine haussa les épaules. C'est la vie. Les plus forts survivent. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme dans les affaires. Je la regardais avec surprise. Karine était généralement plus douce, plus compatissante, mais apparemment, des années de lutte avec son ex-mari l'avaient endurcie. Quoi qu'il en soit, poursuivit-elle en changeant de sujet, je voulais discuter d'une idée d'expansion avec vous. Vous vous souvenez, nous avons parlé de la possibilité d'ouvrir une terrasse d'été. Je pense que c'est le moment. L'été bat son plein, et les gens aiment dîner en plein air. Nous nous plongeâmes dans la discussion des détails du projet, et les pensées de Quentin s'estompèrent, mais pas pour longtemps. Une semaine après cette conversation, le premier incident se produisit. Le matin, lorsque le personnel arriva pour ouvrir le restaurant, ils découvrirent que quelqu'un avait brisé l'une des grandes vitrines de Ollier et éparpillé des ordures sur la façade. La police arriva et dressa un procès-verbal, mais sans témoin ni caméra de surveillance, il était difficile de trouver le coupable. C'est Quentin, dit Karine avec assurance alors que nous inspections les dégâts. Qui d'autre aurait pu faire ça? Je n'en étais pas si sûre. Nous n'avons aucune preuve, Karine. Cela pourrait être n'importe qui. Des adolescents, un passant ivre, un vandale au hasard. Mais 2 semaines plus tard, un deuxième incident se produisit. Cette fois, quelqu'un publia de fausses critiques de notre restaurant sur les réseaux sociaux, affirmant que plusieurs clients avaient eu une intoxication alimentaire après avoir dîné à Ollier. Les critiques étaient clairement fausses, toutes provenant de comptes nouvellement créés avec des formulations similaires, postés le même jour. Nous avons réagi rapidement, contacté les administrateurs du site, fourni des preuves qu'il s'agissait de faux, et la plupart des critiques ont été supprimées, mais le mal était fait. Maintenant, croyez-vous que c'est Quentin? Demanda Karine alors que nous discutions de la situation. Je devais admettre que cela semblait suspect. Seul quelqu'un avec un motif personnel aurait pu mener une action aussi ciblée contre notre entreprise, et le cercle de ces personnes était limité. Le 3e incident se produisit un mois plus tard. Quelqu'un appela les services d'hygiène avec une plainte anonyme concernant Ollier, affirmant avoir vu des rats dans la cuisine. L'inspecteur se présenta sans préavis, mena une inspection approfondie et, bien sûr, ne trouva rien. Notre cuisine était toujours impeccable. Karine était obsédée par l'hygiène. Mais le simple fait que l'inspection ait été remarquée par les visiteurs pouvait nuire à la réputation du restaurant. Cette fois, je décidai d'agir. Sans consulter Karine, je me rendis au « Grill du Maître » un mardi soir tranquille. Le restaurant de Quentin était presque vide. Seules 3 tables étaient occupées, et le barman s'ennuyait derrière le bar, faisant défiler son téléphone. J'allai directement en cuisine où je trouvai mon petit-fils au fourneau,
en train de cuisiner quelque chose sur le grill. Grand-mère. Il parut surpris et un peu embarrassé. Que fais-tu ici? Nous devons parler, dis-je sans perdre de temps en salutations. Seul. Quentin fit signe au sous-chef de prendre le relais au grill et me conduisit dans son bureau, une petite pièce derrière la cuisine, encombrée de papiers et de boîtes. Désolé pour le désordre, marmonna-t-il en me tirant une chaise. Je n'attendais pas de visite. Je m'assis, observant attentivement mon petit-fils. Il avait l'air fatigué et hagard. Des cernes s'étaient formées sous ses yeux, et une barbe de plusieurs jours était apparue sur ses joues, qu'il avait toujours rasées de près auparavant. Sa veste de chef, autrefois d'un blanc immaculé, semblait maintenant grisâtre à force de lavage. « C'est toi, dis-je sans préambule. La vitre brisée, les fausses critiques, la plainte à l'inspection sanitaire. C'est toi qui fais tout ça. » Quentin ne nia pas. Il me regarda simplement avec un mélange de défi et de désespoir dans les yeux. « Je suis en train de faire faillite, grand-mère, dit-il enfin. Encore quelques mois et je devrais fermer le restaurant. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Ma ruine complète. Non. Je secouai la tête. Je n'ai jamais voulu que tu échoues. Je voulais que tu comprennes que tu ne peux pas traiter les gens comme tu as traité Karine, moi, tout le monde autour de toi. Que tu ne peux pas t'attendre à ce que le monde tourne autour de toi. Et pour ça, tu devais détruire l'œuvre de ma vie. Sa voix était amère. Je n'ai pas ruiné ton entreprise, Quentin. J'ai juste aidé une autre entreprise à se développer. Tes clients ont choisi Ollier pour la qualité de la nourriture et du service. Tu as choisi de nuire à notre restaurant au lieu d'améliorer le tien. Et maintenant tu en paies le prix. Quentin baissa les yeux. Je sais que j'ai agi stupidement, mais j'étais désespéré. Voir tout ce que j'avais construit au fil des ans s'effondrer à cause de la concurrence. Terminé jeu pour lui. C'est les affaires, Quentin. Rien de personnel. Il sourit amèrement. Rien de personnel? Tu as financé le restaurant de mon ex-femme pour te venger de ce qui s'est passé à ton anniversaire? Comment cela peut-il être rien de personnel? Je ne le niais pas. Oui, il y avait un élément personnel. Au début, j'étais blessé, en colère, mais avec le temps, c'est devenu quelque chose de plus. J'ai vu en Karine un talent que tu as toujours sous-estimé. J'ai vu une opportunité de créer quelque chose de beau qui me survivrait. Et je l'ai fait. Nous restâmes assis en silence un moment. Des bruits de travail étouffés provenaient de la cuisine, le cliquetis des couteaux, le sifflement du grill, les voix basses du personnel. Autrefois, ces sons remplissaient le grill du maître d'énergie et de vie. Maintenant, ils semblaient être les échos d'une agitation passée. « Que dois-je faire, grand-mère » demanda finalement Quentin, et dans sa voix, j'entendis le petit garçon qui venait me demander conseil quand il ne savait pas quoi faire. J'ai essayé de rivaliser, d'attirer les clients, mais rien ne fonctionne. Je suis au bord de la faillite. Arrête de nuire à Ollier, dis-je fermement. C'est la première chose. Non seulement c'est illégal, mais c'est inutile. Tu ne fais que nuire à ta propre réputation. Quentin hocha la tête. Et deuxièmement, tu dois décider si tu veux vraiment sauver ce restaurant ou s'il est temps de passer à autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que parfois, il faut admettre sa défaite pour commencer quelque chose de nouveau. Tu es jeune, talentueux, tu as toute la vie devant toi. C'est peut-être ta chance de repartir à zéro, ailleurs, avec des gens différents, avec de nouvelles idées. Quentin parut secoué. Tu me suggères de tout abandonner après toutes ces années. Je te suggère d'envisager toutes tes options, répondis-je. Y compris de vendre le restaurant pendant qu'il a encore de la valeur. Utilise l'argent pour démarrer un nouveau projet. Peut-être dans une autre ville où il n'y a pas autant de concurrence. Il resta silencieux, réfléchissant à ce que j'avais dit. Je pouvais voir différentes émotions se battre dans ses yeux. Le désespoir, la colère, la résignation, l'espoir. Je peux t'aider avec l'argent, dis-je, me surprenant moi-même. Pas pour sauver ce restaurant, mais pour un nouveau départ. Si tu décides vraiment de passer à autre chose. Tu me donnerais de l'argent. Quentin avait l'air incrédule. Après tout ce qui s'est passé. Je suis ta grand-mère, Quentin, quoi qu'il arrive, et je veux que tu sois heureux et que tu réussisses. Je ne suis juste plus disposé à soutenir ton attitude irrespectueuse envers les autres et envers toi-même. Il hocha la tête, acceptant mes conditions. Je vais réfléchir à ce que tu as dit, honnêtement.
Sur ce, nous nous séparâmes. Je quittai le grill du maître, le cœur lourd, mais convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait. Parfois, il faut être dur avec ceux qu'on aime pour les aider à voir la vérité. 2 jours plus tard, Quentin m'appela. Sa voix semblait inhabituellement calme et déterminée. « J'ai trouvé un acheteur pour le restaurant », dit-il sans préambule. « Un couple d'Aix-en-Provence veut ouvrir un bistrot mexicain ici. Ils ont offert un bon prix compte tenu des circonstances. »« J'en suis heureuse », répondis-je sincèrement. « Je pense que c'est la bonne décision. »« Et il y a autre chose, » continua-t-il après une pause. « On m'a offert un poste à Paris, sous-chef dans un nouveau restaurant. Ce n'est pas le poste le plus élevé, mais c'est un bon endroit pour recommencer. C'est une excellente nouvelle, Quentin. Oui, je le pense aussi. Repartir à zéro, sans tout ce bagage. Plus de comparaisons avec Ollier. Plus de rencontres avec Karine au supermarché. Plus de chuchotements dans mon dos. J'entendis quelque chose dans sa voix que je n'avais pas entendu depuis longtemps. De l'espoir. Et cela réchauffa mon vieux cœur plus que je ne l'aurais cru. Quand pars-tu ? Demandai-je. Dans 2 semaines. D'abord, je dois finaliser la vente du restaurant, m'occuper de toutes les formalités, puis faire mes valises et trouver un appartement à Paris. Passe me voir avant de partir, dis-je. Je te ferai ta tarte tatin préférée. Je le ferai, grand-mère. La vente du grill du maître se fit rapidement et sans heurts. Les nouveaux propriétaires étaient un couple énergique d'une 30aine d'années avec une vision claire de ce qu'ils voulaient faire de l'endroit. La cuisine mexicaine était nouvelle à Val-Belle, et ils avaient toutes les chances de réussir. Quentin passa la veille de son départ pour Paris. Nous passâmes la soirée à manger de la tarte tatin et à nous remémorer des souvenirs. Pas les conflits récents, mais les bons moments, son enfance, son grand-père, ses premières expériences culinaires. C'était une soirée de réconciliation, bien qu'aucun de nous n'ait prononcé le mot. « Je viendrai te rendre visite », dit-il en partant. « Je le promets. » Je hochai la tête, ne croyant pas vraiment à la promesse, mais appréciant le geste. « Bonne chance à Paris, Quentin. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Après son départ, je ressentis un vide étrange. La vengeance qui m'avait animé pendant si longtemps avait perdu de sa force. Quentin était parti, commençant une nouvelle vie. Le grill du maître n'existait plus. La justice avait été rendue, mais je ne ressentais aucune joie. « Vous avez l'air pensive », remarqua Karine lorsque j'arrivai au restaurant le lendemain. « Quelque chose s'est passé. »« Quentin est parti pour Paris », répondis-je. « Il a vendu le restaurant et recommence à zéro. » Karine hocha la tête. « J'ai entendu. Je pense que c'est pour le mieux. Il avait besoin d'un électrochoc pour avancer. » Peut-être, mais je me sens étrange, comme si j'étais arrivée au bout d'un long chemin et que je ne savais pas où aller ensuite. Karine sourit. Nous avons plein de directions, Odette. La terrasse d'été dont nous avons parlé, la possibilité d'ouvrir un 2e établissement à Aix-en-Provence, les cours de cuisine que nous prévoyons de lancer à l'automne. Le voyage ne fait que commencer. Je la regardais avec gratitude. Karine avait raison. Nous avions tellement de projets, tellement d'idées. Ollier prospérait, devenant de plus en plus populaire, non seulement à Val-Belle, mais dans tout le département. Nous avions créé quelque chose qui en valait la peine, quelque chose dont nous pouvions être fiers. Ce soir-là, assise à ma table habituelle dans le coin de la salle à manger, regardant le restaurant se remplir, regardant Karine sortir de la cuisine pour saluer les clients réguliers, regardant les serveurs glisser avec agilité entre les tables chargées de plats exquis, je ressentis un étrange sentiment de paix. Ma vengeance avait porté des fruits inattendus. Au lieu d'une simple satisfaction d'avoir puni mon petit-fils, j'avais trouvé un nouveau but dans la vie, une nouvelle famille en Karine, et un nouvel héritage sous la forme d'une entreprise florissante. Et Quentin, peut-être, avait eu la chance de devenir un homme meilleur, de repenser ses erreurs et de repartir à zéro. La vie continuait, et contre toute attente, à 71 ans, je ne me sentais pas au crépuscule de ma vie, mais à l'apogée d'un nouveau chapitre. Une semaine plus tard, je reçus une lettre de Quentin. À l'intérieur se trouvait un chèque du montant que je lui avais prêté autrefois pour ouvrir le grill du maître. De l'argent que je ne m'attendais jamais à revoir. Et un court mot, c'est la dernière dette que je devais rembourser. Maintenant, je suis libre de recommencer. Merci pour la leçon, grand-mère. C'était dur, mais nécessaire. Quentin. Je fixai le chèque pendant un long moment, puis le déchira lentement en petits morceaux.
Cet argent n'avait jamais été une dette. C'était un investissement dans mon petit-fils, dans son avenir. Et le fait qu'il ait décidé de le rendre signifiait qu'il avait enfin commencé à comprendre la valeur de la responsabilité et de l'honnêteté. Peut-être qu'au final, ma vengeance s'était avérée non pas destructrice, mais constructive pour nous tous.